Ok, c'est bon, tout le monde est là, sur Zoom, sur différentes plateformes. Donc on peut commencer pour cette séance de révision. Et donc aujourd'hui, j'ai la surprise, non, c'est pas une surprise, je savais qu'elle allait venir, mais bon, elle a rapporté vos copies justement de vos travaux numéro 13 et d'autres aussi qui n'avaient pas été corrigés. Donc pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez les récupérer à la sortie de la Gompa, donc sur la table à gauche. Et puis pour les autres qui sont loin, on vous les scannera dès la semaine prochaine. Donc je vous présente Nganga, qui fait une des pièces maîtresses de l'équipe. Vénérable Nganga, Tenzing Nganga, pardon. C'était pas pour ça. Je suis désolé. Non, je m'en doute que c'est pas pour ça, mais moi, j'oublie, j'ai tendance à oublier. C'était pour le Tenzin Nonga. Tenzing Nganga. Parce que c'est pas quand même... Tenzin, c'est la référence à sa sainteté, c'est donc pas anodin. Ok. Donc, double erreur. Vénérable Tenzing Nganga. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver, moi. J'ai du chemin à faire. Oula. Donc, Vénérable Tenzin Nganga, donc c'est votre correctrice qui fait ça, un travail absolument remarquable. Grâce à elle, vous enlèvez une grosse épine du pied. Sinon, on ne pourrait tout simplement pas corriger vos copies. Voilà, donc merci beaucoup, Nganga, de faire ce travail et puis vraiment de le faire aussi bien. C'est extrêmement rare, donc d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi compétent et qui est disponible aussi, donc qui a toutes les qualités pour ça. Donc, peut-être vous dire quelques mots au sujet de vos travaux, en général, et peut-être en particulier sur le dernier, je ne sais pas. Ouais, tu veux prendre le micro. Bon, je vais commencer par vous remercier, parce que pour moi, c'est vraiment un très très bon moment que je passe à corriger vos copies. Ça me fait faire une belle petite révision et puis ça me rappelle le temps où j'ai débuté aussi. Et puis bon, être en rapport comme ça avec le LAMRIM, ça fait toujours beaucoup beaucoup de bien. Ouais. Et puis faire votre connaissance, voir cette nouvelle génération qui arrive puis qui est tellement motivée, wow, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc c'est un win-win, hein, gagnant-gagnant. Comme relation. Voilà. Bon, on n'en a pas encore parlé avec Christian, mais quand ça va devenir un petit peu plus pointu et technique, là, il va falloir trouver quelqu'un d'autre, hein, je crois. Mais on en est pas mal. Pour moi aussi, alors. Je ne sais pas qui on va trouver. Que dire je n'avais pas préparé. C'est encore mieux. Bon, il y a énormément d'étudiants qui sont très très sérieux, qui suivent vraiment bien, qui font des réponses qui sont mais non seulement correctes et justes, mais aussi très inspirantes au niveau de leur implication personnelle profonde. Donc ça me touche beaucoup, puis ça m'inspire. Et puis ça aussi, oui, comme ça fait un petit moment quand même que je suis là à travailler un petit peu pour l'Institut. En fait, je fais un petit peu d'histoire sur l'histoire du Pays-Bas. Ça peut être intéressant. Ah oui, très intéressant. Merci. En fait, le premier Pays-Bas, on l'a commencé avec Françoise Majesté. Et avec Eléa, bien sûr, et avec le guichet qui a précédé Guichet Loden, Guichet Tenzin Dorje, qui est maintenant aux États-Unis, dans un centre qui s'appelle Deer Park, qui est le centre, toujours de l'histoire, qui est le centre qui a été créé par Geshe Sopa. Et Geshe Sopa, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, un petit peu grâce à moi d'ailleurs, à cause de ces volumes-là de commentaires du LAMRIM. Donc, Vénérable Nganga a traduit donc, les 3 volumes qui sont déjà publiés, qu'on utilise et dans lesquels je pioche abondamment, voilà, et qui sont admirables, remarquables. Ah oui. Quand je suis tombée sur la version anglaise,
Oh là là, c'était vraiment un enseignement tellement accessible et en même temps profond et totalement complet. Et je me souviens bien qu'on avait eu une réunion des éditions Vage Réunie à l'époque avec la Mazopa Rinpoche, et j'avais le bouquin en anglais et je montrais à Rinpoche. Parce que le reste de l'équipe n'était pas encore vraiment emballé. Et Rinpoche, il a dit, ah oui, oui, très bien, oui, traduisez-le en français. Donc on en est le 4e volume sur le calme mental devrait sortir quand? On aura fini le calme mental. On aura atteint le calme mental peut-être quand oui. il va sortir. Non, il n'est pas gros hein, sur le Non. calme mental. Il est déjà presque, le premier jet est pratiquement fait. Mais bon, ça commence à devenir très très technique. Hein. C'est ce que je disais, moi, quand ça devient technique, c'est difficile. C'est très technique. Au niveau du Donc, vocabulaire, c'est très technique. Il y a peut-être encore quelques étapes de relecture. Donc il reste 2 volumes à sortir. Hein. Calme mental et vision supérieure. Ouais. Un pour le volume 5. Voilà. 4 et 5. Et là je vais passer la main pour le volume 5. Ah bon? Ah, oui. À qui? Peut-être Michael. Ah d'accord, il ferait le volume 5. D'accord. Oui. Place aux jeunes. Super. Et oui, donc on a commencé le premier PEBA avec les personnes et les personnes que j'ai citées, et avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est nous qui avons inventé ce sigle. Comment on va l'appeler, ce programme? Programme d'études bouddhiques approfondies. C'est devenu PEBA. Ça y est, maintenant, tout le monde le dit comme si ça existait depuis toujours, mais non. Et puis on a un peu essuyé les plâtres, et ben maintenant vous êtes... c'est le combien? C'est le 3e. Hein? Ouais. 3e. Voilà. Et je pense que ça va être une excellente promotion. C'est le... Voilà, maintenant concernant Oui, pardon. Non, tu voulais dire autre chose je ne sais pas. Est-ce que tu as remarqué un progrès depuis que tu as commencé à corriger les copies? Est-ce que tu as l'impression que les étudiants progressent au niveau de l'analyse, du raisonnement, dans les réponses qui sont données? Est-ce qu'elles sont plus synthétiques ou je ne sais pas? Quel est ton ressenti? Synthétique, ça, on ne peut pas trop dire. À part quelques-uns, là, j'ai encore la plupart du temps 3, 4, même 5 pages. Vous avez compris, c'est là, c'est l'objectif. Hein. Faire court. Bon, ça j'ai un peu... Combien de copies tu corriges en général? Entre 40 et 50. Voilà, donc éviter d'en écrire des tomes. Hein. Oui. Oui, parce que bon, là, oui, mais je vais dire que des bonnes choses. Hein. Oui, bon, Non. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas utiles, quoi. Citer, tenter plus, Shantideva, j'adore Shantideva, bien sûr, mais c'est pas le lieu, quoi. c'est pas ça qu'on vous demande. Hein. Bon, après, si c'est 2 lignes qui répondent textuellement à la question posée, bien sûr, oui. Avec après un petit commentaire personnel, ça ne gâche rien. Ouais. Quels sont les 2 points là, dont tu voulais parler qui sont pertinents Eh bien, c'était... j'ai remarqué pas pour tout le monde, mais que dans certains cas, il y avait un problème au niveau du raisonnement logique. Au niveau on regarde la question, qu'est-ce qu'elle... Peut-être que beaucoup d'entre vous auraient vraiment intérêt à bien regarder la question. Qu'est-ce qui est vraiment demandé? Et à partir de là, de commencer à faire travailler, pas se précipiter sur ses notes, mais commencer à faire travailler sa propre logique et sa mémoire pour donner la réponse. Après, il y a des questions qui sont plus techniques, comme... combien y a-t-il de... Voilà. Enfin bon, il y a quelques questions plus techniques, c'est différent. Voilà. Mais donc, oui, le côté, souvent, mais je l'ai mis là dans les dernières copies, on gagnerait à être plus logique. Et bon, le bouddhisme en général, le bouddhisme tibétain en particulier, ne fonctionne que sur la base de la logique. Et quand Christian vous demande quels puissants arguments pouvez-vous apporter pour effectuer l'échange
de soi avec autrui, je pense que c'était ça la question. Des arguments, c'est des arguments logiques. C'est pas des jolies paroles en l'air pour dire ah oui c'est merveilleux de pratiquer l'échange. C'est pourquoi est-ce que je le fais parce que il y a d'excellentes raisons pour le faire, quoi. Bon voilà, c'était ce que je voulais dire aussi, c'était, je viens de le dire, hein, qu'il faut digérer l'enseignement avant de commencer à répondre aux questions. Voilà. Et pas simplement pour faire un copier-coller à partir de vos notes, en essayant de les caser plus ou moins dans les questions, comme ça, quoi. Il vaut mieux reformuler à sa manière, avec sa compréhension, plutôt que exactement. Faire... Enfin, ça viendra. Oui, mais ce qui est vraiment le plus... pour la majorité, en tout cas, c'est comme ça. Le plus extraordinaire, c'est l'implication et l'enthousiasme que je sens dans votre travail. Et puis là aussi, la régularité, enfin, le sérieux. Donc, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à toi, surtout. Ouais. Merci bien, merci. Ouais. On se connaît depuis tellement longtemps avec Vénérable Gwenga que les Tenzin, les Vénérables, je les ai oubliés. Mais bon. Et on vous disait depuis combien de temps, hein? Oh là là, il y en a qui n'étaient pas nés là parmi vous. Ah bon? Je suis si vieux que ça? C'est vrai, non? Sûrement, je ne sais pas. Ils sont pas si jeunes, quand même. On va bien chercher. Ouais. Non, c'était pour faire une blague. Ouais, c'était pour faire une blague. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et bonnes vacances, hein. Tu n'auras pas de devoir à corriger ce mois-ci. Je ne leur en donne pas. Donc, vacances pour tout le monde. Comment? En septembre, tu auras le double. Allez. Bon. C'est bizarre maintenant de se retrouver seul. Alors, donc, qu'est-ce qui commence par rapport aux questions? Il me semble que je voulais vous dire quelque chose. Non, je ne sais pas. Non, on verra après. Ça va peut-être me revenir. Est-ce qu'il y a des choses à faire remonter par rapport aux questions d'aujourd'hui? Des points qui ont été intéressants, qui ont stimulé la discussion et qui ont amené soit des interrogations, soit des conclusions intéressantes. Oui, Christian? Oui. Oui, alors, on a un peu tiqué sur l'éthique. Bon. C'est-à-dire que certains voyaient évidemment que c'était très important pour développer le calme mental et la vision supérieure par le caractère vertueux, s'attacher à des objets vertueux. Oui. Et de l'autre, moi y compris, je voyais que c'était pas la plus importante pour aider au calme mental et à la vision supérieure. Je voyais plus que la persévérance enthousiaste était le moteur pour réaliser ces deux points. Oui. Eh bien, Maitreya, je ne sais plus dans quel texte, dit, je crois que c'est dans... Ouais, enfin, bon, je ne suis pas sûr, que la cause du calme mental, c'est l'éthique. Au sens large, pas forcément la perfection de l'éthique ou telle qu'on a étudié, mais l'éthique au sens large. Pour vraiment réaliser le calme mental, il faut avoir une éthique parfaite. Une très très bonne éthique en tout cas. C'est une des conditions. Et donc c'est important en amont du calme mental. Pourquoi l'éthique est si importante pour réaliser le calme mental, à votre avis? Pourquoi on dit que c'est une cause du calme mental, l'éthique? Oui, tu prends le micro, s'il te plaît, Pascal. Tu l'as déjà? Non? Ok, pardon. Pourquoi l'éthique est si importante?
Oui, je crois. Mais alors, je pense que si on n'a pas respecté l'éthique, donc si on a fait des choses comment ça s'appelle, mauvaises, Oui. forcément, à un moment, ça va pas aller pour calmer l'esprit, quoi. Parce que ça va remonter, quoi. Si- Ouais. Par exemple, si on a tué des poules, ça c'était juste... Non, bon, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même pratiquer les purifications, et c'est très important justement par rapport aux actions négatives, et prendre des vœux. Hein. Les vœux sont très importants aussi pour pratiquer le calme mental. On dit, j'ai entendu dire, je ne sais plus par qui, mais que dans ce domaine-là, ceux qui avaient des vœux, hein, des moines, nonnes, tout ça, avaient un atout quand même en main important pour pratiquer le calme mental. Déjà, par leur mode de vie. Hein. Ils n'ont pas les soucis familiaux à régler, ils n'ont pas de profession, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas, qui seraient des entraves, hein, à la pratique, et ils peuvent y consacrer plus de temps. Vivent dans des lieux assez calmes. Le lieu, vous le verrez quand Geshe en parlera, est très important aussi pour la pratique du calme mental. On ne pratique pas le calme mental n'importe où. Il faut que ce lieu ait des conditions extrêmement propices, hein, pour ça. Et les monastères ou les lieux, enfin peut-être pas les grands monastères où il y a beaucoup d'activités, mais non, peut-être les ermitages, ou des choses comme ça, sont beaucoup plus propices. Et d'avoir les vœux, c'est une condition, oui, favorable. Mais ouais, donc c'est à un niveau aussi, donc, ce niveau-là, donc au niveau du mode de vie. Ça aide. Ça ne veut pas dire que les laïcs ne peuvent pas y arriver, hein, bien sûr. On peut très bien, mais il faut avoir une bonne éthique. Ouais. Une autre raison pour, hein, oui, c'est pour ça ne pas nourrir les perturbations. Le fait d'avoir une éthique, justement, met un frein aux perturbations mentales déjà. Et donc, de ce fait, l'esprit est beaucoup moins agité. Et l'accumulation de mérite, en plus, vient ajouter encore du potentiel, hein, là-dedans. Hein. Donc, mais justement, juste le fait d'avoir des vœux, d'avoir une éthique, une bonne éthique, permet justement aux perturbations mentales de s'apaiser. Et c'est ça le plus important, hein, aux pensées et tout ça. Donc c'est pour ça que l'éthique est souvent mise en avant comme cause de la pratique de Shinê, comme cause indispensable à la pratique de Shinê. On comprend bien que si on a une vie un peu débridée, on fait n'importe quoi, ça va amener beaucoup d'agitation dans l'esprit, on n'arrivera pas à se concentrer, c'est pas possible. Hein. Donc il faut avoir une certaine discipline, une grande discipline pour pratiquer Shinê. Au niveau de la pratique déjà, et en amont de la pratique, hein, comme mode de vie. Donc ça, c'est très important. Et la cause de la vision supérieure, ce serait quoi, à votre avis? Ce serait donc la cause de Shinê, c'est une éthique, oui, c'est Maitreya qui dit ça. Et aussi, maintenant, la cause de la vision supérieure. Le calme mental? Pas directement. C'est pas la cause directement. Ça s'appuie, la vision supérieure s'appuie sur le calme mental pour la réaliser, mais la cause qui va amener le calme, la vision supérieure. La loi du karma? C'est le karma? Non, c'est pas le karma. Non, c'est pas le karma. Le karma, non. Non, la loi du karma indésirable. Ah, la loi du karma, pardon. C'est-à-dire, juste la loi du karma comme ça? Brasser et rebrasser, quoi. Brasser. Vous allez... oui, c'est plus lié à la sagesse qu'à la loi du karma. Bien sûr, la sagesse qui comprend la loi du karma, ça en fait partie, ouais. bien sûr. Mais plus c'est plutôt l'analyse des différentes... comment dire, c'est plutôt l'analyse des raisonnements, voilà, pour chercher le mot. L'analyse des raisonnements qui amène à la réalisation de la vacuité. Ça va être ça la cause. Ça va être le raisonnement surtout, les analyses, l'examen des arguments qui vous permettent justement d'arriver
une compréhension de la vacuité pour pouvoir réaliser l'actong, le calme, la vue supérieure. Donc voilà pour les deux causes. Mais donc ensuite, donc bien sûr, ça c'est en amont, donc l'éthique, mais aussi après l'éthique va se renforcer avec Shiné. Plus on calme l'esprit, plus naturellement il va se diriger vers la vertu et être heureux à pratiquer la vertu, parce qu'il n'est plus influencé par les perturbations mentales, ou de moins en moins influencé par les perturbations mentales. Du fait qu'il est plus calme, il va naturellement, il est dit, se diriger vers des choses vertueuses, donc vers l'éthique aussi. Donc il va avoir une éthique presque naturelle qui va se mettre en place à ce moment-là, naturellement. Donc voilà le lien qu'on peut faire entre le calme mental et l'éthique. D'autres choses, peut-être que je n'ai pas vu, d'autres aspects que vous avez vus et que je n'ai pas vus par rapport à l'éthique dans vos discussions de groupe? Non? Okay. D'autres choses pour les groupes? D'autres discussions? Donc ça, c'était par rapport à l'éthique. Il y avait d'autres domaines où il y a eu des discussions. Oui, Christian? Oui. Oui. On se demandait si la réalisation du calme mental et de la vue profonde, si une fois qu'on sortait de la méditation, est-ce qu'on avait encore cette réalisation, ou est-ce que c'est ce qui distingue du domaine de la réalisation conceptuelle de la vue directe? Donc, quand on a une réalisation conceptuelle de la vacuité, on l'a pendant... Et quand on a une vision directe, d'ailleurs les deux, on les a pendant la méditation. Quand vous quittez votre méditation, les choses, de nouveau, vous apparaissent sous leur aspect habituel. Mais du fait que vous avez eu une compréhension profonde, soit inférentielle, soit directe, bien plus forte, bien sûr, si elle est directe, vous allez voir que ces choses n'existent pas telles qu'elles vous apparaissent. Mais ça ne va pas être, direct. Vous n'allez pas le voir directement, cette apparence. Vous allez devoir y amener votre esprit, amener dans ce que vous percevez, amener votre compréhension de la vacuité pour voir qu'elles n'existent pas comme elles apparaissent. Mais les choses vont vous apparaître comme si elles existaient véritablement. Mais comme vous avez réalisé la vacuité, à ce moment-là, vous allez tout de suite, ou très rapidement, je ne sais pas combien de temps, vous allez tout de suite voir qu'elles n'existent pas comme ça. D'accord. Parce que vous avez... Alors, on dit qu'il n'y a qu'un Bouddha qui arrive à avoir les deux en même temps, en méditation et en post-méditation. En fait, il ne quitte jamais sa méditation, un Bouddha. Il n'y a pas de post-méditation pour lui. Donc, il est toujours dans cet état où il perçoit la vacuité des phénomènes. Mais pour quelqu'un qui médite et qui sort de sa méditation, eh bien, tant qu'il n'est pas Bouddha, il a les deux apparences. Il a les deux... quand il perçoit directement la vacuité, il la perçoit directement. Il perçoit que la vacuité à ce moment-là. Il ne perçoit pas les autres phénomènes. Il perçoit la vacuité des phénomènes. Quand il sort de sa méditation, il perçoit les phénomènes. Il ne perçoit pas la vacuité des phénomènes. Il perçoit les phénomènes. Et il doit y amener sa compréhension de la vacuité. On compare ça, je crois que c'est Shantideva qui compare ça. Non, c'est pas que enfin, je me mélange tout maintenant. Un magicien, c'est dit ça dans des textes, un magicien qui crée une illusion, qui fait apparaître des éléphants ou des femmes imaginaires. Le public est complètement trompé parce qu'il voit apparaître ça. Donc ça, c'est nous, par exemple. Un être ordinaire, il croit que c'est un vrai éléphant ou une vraie femme qui apparaît devant. Tandis que le magicien, lui, il voit un éléphant, ou il voit une femme, ou il voit un être humain, mais il sait que c'est lui qui l'a créé et que cette personne ou cet animal n'existe pas tel qu'il apparaît. Mais il le voit apparaître. Il apparaît devant lui. Mais il sait
que c'est pas comme ça qu'il existe. Il sait que c'est une création, une fantasmagorie, que c'est une illusion, en fait. Hein. Il a joué un tour d'illusion. Il a illusionné. C'est un illusionniste. Mais pour le public, c'est-à-dire en fait nous, les êtres ordinaires, eh bien, ça existe tel que ça apparaît. Pour le magicien, ça n'existe pas tel que ça apparaît. Donc c'est la même chose voilà, pour les gens qui ont réalisé la vacuité, soit de manière inférentielle ou de manière directe. Les choses leur apparaissent, mais ils savent qu'elles n'existent pas telles qu'elles apparaissent. Ça va, ça répond un peu à la question? Oui. Oui, merci. Et du coup, on se demandait aussi si ces réalisations, cette double réalisation, on la conservait d'une vie à l'autre, dans notre vie suivante. Si on a réalisé la vacuité, oui. Oui. D'accord. Oui. Le calme mental, s'il n'y a que le calme mental, non. S'il n'y a que le calme mental sans la réalisation de la vacuité, non. S'il y a l'actong, s'il y a chiné et l'actong, oui. Ça passe, vous conservez ça dans la vie suivante. Même si c'est conceptuel? Je dirais oui. Je dirais oui, même si c'est conceptuel. Parce que quand même, vous avez même mis des sacrées empreintes. Hein. Au niveau des empreintes, ces empreintes, vous les gardez, forcément. Mais comme c'est conceptuel, vous allez retrouver ça. Après, je pense que vous ne l'aurez peut-être pas au début, quand il va peut-être falloir le recultiver. Hein. Il va peut-être falloir que vous retrouviez des enseignements qui vont vous le réactualiser un petit peu. Hein. Mais peut-être il n'y aura pas de problème. Ça va dépendre à quel niveau vous l'avez réalisé. Si c'est une réalisation directe, oui, il y aura... vous la retrouverez directement, parce que votre esprit sera complètement, vraiment imprégné par ça. Je pense que si c'est que inférentiel ou conceptuel, votre esprit est aussi imprégné, mais il y a un saut quand même à faire entre la réalisation conceptuelle et la réalisation directe. Et donc là, on est dans un domaine où extrêmement... il y a eu des débats aussi. Comment est-ce qu'on passe d'une réalisation conceptuelle à une réalisation directe? Ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Et suivant les écoles, les réponses sont très différentes. Suivant les maîtres, donc ça, c'est aussi un sujet d'étude. Comment est-ce qu'on passe d'une réalisation conceptuelle à une réalisation directe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Donc, est-ce que c'est par l'habitude, au moment donné, hop, on va passer au direct. Là, hein? Oui, comme quand on... Voilà. Mais moi, j'ai entendu, mais je ne sais pas, je n'ai pas vérifié Willakis. Non, si c'est conceptuel, ça reste toujours conceptuel. On n'arrive jamais à être direct. Mais bon, ça, j'y crois pas, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut bien que ça soit direct. Sinon, on resterait toujours dans le conceptuel. Mais après, bon, je ne sais pas. Il faut demander à quelqu'un qui a réalisé directement la vacuité pour savoir exactement comment ça se passe. Mais bon, c'était décrit, je pense, dans les différents textes. Mais bon, je n'ai pas assez étudié pour vous le dire. Oui. Ensuite, donc, oui, c'était par rapport donc, à cette réalisation donc, qu'on ne perd pas. Oui. Tu avais une question, Julia. Oui. Pardon. Quand on a répondu à la question 2, à quoi cela sert-il de développer le calme mental et la vision supérieure? Oui. Du coup, on s'est dit que ça sert à réaliser la vacuité pour parvenir ensuite à la bouddhéité. Et ensuite, on se demandait à partir de quand on élimine les graines karmiques, à partir de quand on élimine les empreintes karmiques. Les graines ou les empreintes? Les deux, en fait. Ah. Et après, en fait, on s'est dit que ça serait bien de te reposer la question pour rééclaircir certains termes. À propos des graines? Graines karmiques, tendances karmiques, empreintes karmiques, imprégnation. Parce qu'on s'est perdu. Je comprends. Ouais. Non, pour moi, c'est pas assez clair non plus pour donner une réponse claire et définitive.
j'avoue que je m'y perds aussi. Ouais, commence à expliquer, mais bon, les traductions changent. Après, j'avoue que c'est difficile. Je ne sais pas, il faudrait vraiment un enseignement précis là-dessus pour vous expliquer. Je ne vais pas m'y lancer maintenant parce que c'est compliqué. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'avec Chiné, donc, il y a les perturbations mentales donc, qui sont manifestes. On élimine la manifestation des perturbations mentales, c'est-à-dire qu'elles sont apaisées, hein, elles ne se manifestent pas. Et après, avec l'Actong, on va éliminer justement les graines de ces perturbations mentales. Et toute la voie, en fait, c'est toutes les différentes voies, la voie à partir de la voie de vision jusqu'à la voie donc, où il y a au-delà de l'apprentissage, on va éliminer des graines, des imprégnations et des graines. Justement. Donc d'abord les graines les imprégnations des perturbations mentales, hein, et après les tendances, les imprégnations qui empêchent la connaissance, donc qui créent le voile à la connaissance. Hein. C'est ça crée des voiles. Hein. Donc il faut éliminer ces voiles, éliminer jusqu'aux empreintes de ces voiles les plus subtiles. Donc Chiné, bien sûr, ne permet pas ça. Hein. Avec Chiné, ça apaise les perturbations mentales, ça les endort, elles ne sont pas manifestes. Hein. Elles ne sont plus manifestes. Mais elles sont toujours là. Hein. Et bien sûr, leurs graines aussi. Non seulement elles ne sont pas plus manifestes, mais il y a aussi les graines qui sont là. Et donc, c'est avec la pratique avec l'Actong, et toujours, elle a parlé d'affinage, hein, on affine cette réalisation de la vacuité jusqu'à éliminer complètement les graines, hein, les empreintes et les graines de la saisie d'un soi. C'est très subtil, la saisie d'un soi. Très, très, très subtil. Hein. Saisie du soi de la personne, saisie du soi des phénomènes. Il y a toutes sortes de degrés pour arriver à éliminer complètement cette tendance à la saisie qui est si ancrée en nous, hein, qui fait à cause de l'ignorance. Donc c'est ça quoi. En fait. Mais pour vraiment différencier tout ça, je pense que c'est très compliqué. Il faudrait vraiment un enseignement particulier là-dessus et que les traductions soient claires. Imprégnation, empreinte, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tendance, latence. C'est un peu la soupe, hein, j'avoue. Ça fait dans ma tête aussi. Oui. Et on aurait besoin juste d'une précision. Avant d'entrer sur le chemin de l'accumulation, il faut avoir réalisé le calme mental. C'est ça. À partir du moment où on a réalisé le calme mental, on entre sur le chemin d'accumulation. Ouais. En 9e, quand on a réalisé Chiné. Au 9e stade du calme mental. Quand vous avez réalisé le calme mental, au 9e stade du calme mental, vous entrez sur la voie d'accumulation. Ouais, chemin d'accumulation. Et sur le chemin d'accumulation, qu'est-ce que vous faites ? Vous accumulez les pratiques, justement. Vous confortez votre calme mental et vous l'appliquez à la vision supérieure sur la vacuité, hein, en prenant comme objet la vacuité. En prenant comme objet la vacuité. Ah non ? Bon, alors vas-y. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te gêne ? Vas-y. Non, parce que j'étais restée sur le calme mental, sur la dernière question bonus. Non, pardon. Ça c'est clair ? Moi non, si c'était une question, n'hésite pas. Hein. Donc on va se servir du calme mental justement pour méditer sur la vacuité. Hein. Mais l'objet, pour réaliser le calme mental, on ne prend pas la vacuité comme objet. C'est bien ça. Hein. C'est ça qui était. Hein. Parce que on peut pas prendre la vacuité comme objet.
puisqu'on n'a pas réalisé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on prend la vacuité comme objet ou si on prend l'analyse comme objet, mais on n'est plus dans le calme mental. On pratique l'actong à ce moment-là. Hein? Si on pratique l'actong, L-H-H-A-K, plus loin, en deuxième syllabe, T-O-N-G. Ouais. Tong, ça veut dire vision, et lak, ça veut dire... il y en a qui disent supérieure, il y en a qui disent profonde. Profonde, je préfère supérieure. Mais bon. Vision profonde ou vision supérieure. Laktong. Il y a Shiné et Laktong. Shiné, on les a fait... Valérie a donné la... Shi, c'est la paix, et Né, ça veut dire demeurer dans la paix. Drissens, j'aime bien, il est traduit par calme continu, parce qu'il a donné ce sens à Né, il a donné le sens de continu, hein, une continuité. Shi, Né, la paix qui continue. On continue dans la paix. C'est pas mal, calme continu. Parce que si on prend dans le mot tibétain lui-même, il n'y a pas le mental, si vous voulez. C'est nous qui l'avons ajouté, ça, en traduction, pour faire comprendre le calme mental. Il n'y a pas mental dedans. Hein. Il y a Shi, la paix, et Né, demeurer dans la paix. Donc c'est une continuité dans la paix, un calme continu, en fait. De quoi on parlait ? Oui, on ne prenait pas la vacuité comme objet pour réaliser le calme mental. D'accord ? On peut prendre un objet, toutes sortes d'objets, vertueux, bien sûr, ou non vertueux, d'ailleurs. Enfin, un objet, ordinaire ou non ordinaire, ou spécial. Et quand vous avez réalisé la vacuité, la Shiné, vous, à ce moment-là, vous pratiquez l'actong. Et là, à ce moment-là, vous pouvez après alterner, c'est-à-dire en alternance, hein, pratiquer soit l'actong, soit Shiné. Pour bien stimuler donc ce calme mental et l'appliquer donc à l'analyse. Ouais, autre chose, Julien ? Oui. En fait, je suis un peu perdue là parce que en fait, la vacuité, dans ce que j'entends, c'est au chemin 2. Alors qu'hier, moi, j'avais noté et intégré que c'était dans le chemin 3. Oui, le chemin de la vision. Qu'on la réalise. On réalise la vacuité. Voilà. Sauf que là, dans ce que j'entends, c'est pour ça que moi, j'avais on s'y entraîne dans les autres. On s'y rapproche. Surtout dans le dixième chemin. Elle n'est pas atteinte, en fait. Non. Dans le chemin d'accumulation, on commence. Après, on accumule les mérites, on accumule tout, la sagesse aussi. Et on avance, on continue sur la base de Shiné. On a réalisé Shiné et on pratique les deux accumulations. Accumulation de sagesse, accumulation de mérite. Pendant l'accumulation, pendant justement le chemin d'accumulation. Après, on passe sur le chemin de la préparation ou de la jonction qui encore s'affine. L'union des deux. Qui va encore s'affiner, oui, justement. Et avec l'union des deux, on va réaliser la vision, l'actong, la vision supérieure. Et là, tu passes en chemin 3. Et là, tu entres sur le chemin de la vision. Voilà. Merci. Et après, il y a différents... Bon, il y a un tableau que je n'ai pas retrouvé. Enfin, je n'ai pas cherché. Je ne sais pas pourquoi je vous dis que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas eu le temps. Je vais le rechercher. Il doit être dans mes affaires. Ou peut-être qu'il est là, ordi, quelque part. Je vous l'enverrai avec les différents stades, les différentes voies. Hein. Oui, on va l'étudier, ça, bien sûr. Ça va se préciser. Mais déjà, si vous avez une bonne idée de ça, c'est bien. Ça dégrossit. Et après... Pardon. En fait, ce matin, j'ai noté que le calme mental réalisé vraiment, c'était à la fin du chemin 1 et que la vue pénétrante, c'était à la fin du chemin 2 et qu'effectivement, l'union des deux faisait qu'on passait en chemin 3. On rentrait dans le chemin d'accumulation quand on a réalisé Shiné. C'est ça qui marque l'entrée dans le chemin d'accumulation. Attends, prends le micro. Oui, pardon. Après, si tu veux. Oui, vas-y. Non,
j'allais dire, c'est l'entrée dans les 5 chemins de la voie du Bodhisattva pour aller vers l'éveil. C'est ça, voilà. On entre sur le premier des 5 chemins pour aller vers l'éveil, hein, pour un Bodhisattva qui se dirige vers l'éveil, bien sûr, parce que voilà, c'est sa motivation. Donc, la pratique de Shiné Laktong donc, permet d'atteindre l'éveil, hein, pour un Bodhisattva. Pour un pratiquant du Hinayana, elle va lui permettre de devenir arat, auditeur ou arat pratika Bouddha. Pour un Bodhisattva, elle lui permet de devenir Bouddha. C'est-à-dire arat du Mahayana, c'est un Bouddha. Il arrive au terme de son chemin. Donc en fait, qu'est-ce qu'on pratique sur la voie? On pratique l'union de Shiné et Laktong qui vont nous amener jusqu'au bout. Sur la voie des perfections, on est dans le Mahayana, hein, la voie des perfections. Il faut beaucoup de temps, hein, pour y arriver. Voilà, pour y arriver. La pratique, l'autre aspect de la pratique du grand véhicule, la pratique du Vajrayana, des tantras, amène exactement à la bouddhéité avec l'union de Shiné et Laktong, mais en utilisant d'autres moyens. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le mental, l'esprit grossier, de l'analyse, de la conceptualité, toujours plus fine, elle va utiliser les éléments subtils du corps, les canaux, les souffles et les gouttes. C'est pour ça que la question de Capucine ce matin, quand elle a parlé des souffles, évidemment, mais on n'a pas parlé de ça. On n'est pas dans cette perspective des tantras, dans le cadre du Lamrim, du moins pas encore. Donc on ne parle pas de ça. Hein. Mais c'est vrai, l'exemple du souffle, ben oui, quand on fait rentrer les souffles dans le canal central, vous réalisez Shiné, il n'y a pas de problème. Seulement, voilà. Donc c'est beaucoup plus court avec la pratique des tantras. Par contre, il faut que la motivation soit pure, parfaitement pure. C'est pour atteindre l'éveil, hein, et à bodhicitta, etc. Donc à ce moment-là, bien sûr, vous arrivez à l'éveil plus rapidement. C'est pour ça qu'on dit que la voie des tantras est beaucoup plus rapide que la voie des sutras, que la voie des perfections. Parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes outils, les mêmes méthodes. L'une fonctionne avec l'esprit conceptuel, qu'elle affine, l'autre va directement au non conceptuel, avec les canaux, avec les énergies subtiles du corps. Mais on rentre dans un domaine beaucoup plus dangereux, évidemment. Hein. Parce que là, il faut vraiment être guidé, il faut prendre des initiations. On ne peut pas pratiquer ça sans initiation. Il y a des vœux, là, il y a des vœux extrêmement précis et importants et capitaux à suivre. Là aussi, l'éthique est absolument capitale. Hein. Les meilleurs pratiquants des tantras, ce sont des moines, en général, parce qu'ils ont une éthique irréprochable. Donc, forcément, pour les laïcs, c'est plus difficile. Après, ça dépend lesquels, bien sûr. Hein, mais bon, voilà. Si on a des activités, etc., familiales et tout ça, ça suppose une maîtrise totale de ces énergies, toutes ces énergies, dont les énergies sexuelles, bien sûr. Et tout ça, bien sûr, quand on est moine, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour voilà. Les deux, la Shiné Laktong, c'est les outils. Qu'on les pratique avec l'esprit ordinaire ou qu'on les pratique avec l'esprit extraordinaire, on peut dire, des tantras. C'est pas la même. Le but est le même. Hein, le but est le même. Les moyens sont différents. Hein, les moyens sont complètement différents. Mais la voie, on pourrait dire, se résume à ça, à l'union de Shiné et Laktong. Hein, dans un cas, d'une manière grossière, on va dire, et dans d'autres cas, d'une manière beaucoup plus subtile, avec les énergies subtiles, du corps subtil. Mais c'est toute une... voilà. Donc ça, c'est ce qui les distingue, oui. Oui, pardon, tu avais une question, Sylvie. Oui, quand tu fais Shiné, tu te concentres sur un objet vertueux, le Bouddha, par exemple. Oui. Mais moi, à ce moment-là, c'est une méditation analytique
qui se met en place. Parce que je ne me concentre pas en un point. Je développe toutes les qualités du Bouddha. Et je ne me focalise pas, en fait. Donc... Ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, c'est d'essayer justement de passer de l'une à l'autre, de t'entraîner en même temps, enfin pas en même temps, d'alterner plutôt. À partir, si c'est plus facile de faire une méditation analytique, ben moi, tu commences comme ça, en analysant les différentes composantes du corps d'un Bouddha, sa forme, voilà, passant en revue tout ça. Et à un moment donné, ben, tu lâches ça. Tu lâches. Et tu restes concentré sur le point auquel l'analyse a abouti. Tu lâches l'analyse à un moment donné. Et ça, c'est faux. Et tu t'entraînes à lâcher l'analyse, même si c'est difficile au début. Hein? Si tu as tendance à analyser, ça va être un petit peu difficile de lâcher l'analyse. Mais ça va se faire. Parce que l'analyse, elle va te mener à un certain point. Mais bon, tu vas te lasser au moment donné d'analyser. Ton esprit va en avoir marre, il va dire wow, je me mets en vacances. Et là, hop, tu fais ce qu'on appelle une méditation de placement. On place l'esprit. Il y a deux méditations. La méditation où on place l'esprit, une méditation qu'on pourrait dire contemplative, et une méditation analytique. Et il faut alterner les deux. Oui, je comprends, mais ça reste... Il ne faut pas mélanger Shiné Lactong et méditation analytique et méditation contemplative. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Avec Shiné, on utilise la méditation contemplative. Avec Lactong, on utilise la méditation analytique. Mais de temps en temps, dans Shiné, par exemple, on peut se servir, par exemple, d'une analyse comme ça pour analyser le corps d'un Bouddha, par exemple, regarder tout ça. Mais on va lâcher ça à un moment donné pour se concentrer uniquement sur la méthode contemplative et plus analytique. C'est clair ? C'est clair à comprendre, oui, mais à faire, non. Ah, il faut s'entraîner, là, bien sûr. C'est sûr que... Oui, il faut mettre en pratique. Mais les deux sont importantes. Hein. La méditation analytique et la méditation contemplative sont importantes. On doit les alterner, justement. Quand on pratique, par exemple, quand on fait le lamrim, quand on médite sur le lamrim, on fait des méditations analytiques. On analyse la bodhicitta, tout ça. Et puis, mais quand on a un ressenti de cette bodhicitta, eh bien là, on arrête l'analyse. On n'a plus besoin de l'analyse. Elle nous a amené à un point du ressenti, qui est le point qu'il faut atteindre. Et là, on fait chiner sur cette bodhicitta. On laisse l'esprit se poser sur le ressenti que l'on a et on garde ce ressenti le plus longtemps possible. Donc l'analyse, elle apporte quelque chose. Elle n'est pas inutile. Au contraire, elle est indispensable dans ce cas-là. Okay. Et donc, voilà. Donc, on pourrait dire que la méthode contemplative va favoriser Shiné et la méditation analytique va favoriser Lactong. Après, voilà, c'est l'amélioration, c'est la perfection en fait de ces deux méthodes qui vont nous aider. Là aussi, il y a beaucoup de débats sur l'application de la méditation analytique et de la méditation contemplative dans Shiné et Lactong. Il y a toutes sortes de débats là, c'est très intéressant aussi. Tsongkhapa, dans le Lamrim Chenmo, là, il en parle beaucoup de tout ça, parce qu'il a bien justement cerné tous ces points-là. C'est très technique à ce moment-là. Très technique. Voilà. D'autres choses pour les définitions, ça va? Vous les avez, les définitions? Vous les avez bien prises, les définitions du calme mental et de la vision supérieure? Oui. Je vais vous les redonner quand même, parce qu'elles sont dans le gros lamrim, la spirale, elles ne sont pas trop mal dites. Mieux que dans le lamrim intermédiaire, j'ai trouvé. Enfin, bon. C'est plus simple, quoi, en tout cas. C'est pas besoin de compliquer les choses à outrance. Calme mental.
Je vous enverrai, ça va être votre travail pour le mois d'août. Pas de questions, mais je vous enverrai le texte le commentaire de Geshe-Loden, justement, sur la pratique du calme mental. Vous aurez plein de précisions là-dessus. Donc, ce sera juste, vous aurez juste ça à lire. Donc, la définition du calme mental, c'est une concentration. Le calme mental est une concentration dotée d'une grande maniabilité. Alors, maniabilité, parfois, c'est un terme en tibétain, c'est Shinjang, et c'est parfois traduit par souplesse. Qu'on dise souplesse ou maniabilité, c'est pareil. Donc, c'est une concentration dotée d'une grande maniabilité mentale et souplesse physique. Donc, maniabilité, c'est pour le mental, et la souplesse, plus physique. Qui peut être maintenue ou prolongée aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc c'est ça, le calme mental. Aussi longtemps qu'on le souhaite. Vous restez là-dedans aussi longtemps que vous voulez. Donc si on veut un bonheur durable, voilà, c'est ça qu'il faut. Maintenu ou prolongé aussi longtemps qu'on le souhaite, en focalisant notre esprit en un point, c'est-à-dire sur un seul objet de son choix. Un objet qu'on a déterminé et qu'on ne change pas. On ne change pas d'objet à tout bout de champ, sinon on n'y arrive pas. Il faut garder cet objet. Et c'est un objet mental, en général, plus qu'un objet physique devant vous. Un objet qu'on se représente mentalement. Et donc cette concentration, elle est obtenue après avoir franchi 9 stades mentaux. Des stades mentaux, 9 stades mentaux. Donc tout ça, ça sera, vous le verrez. Je vous la redis, la définition. La définition du calme mental, c'est une concentration dotée d'une grande maniabilité mentale et souplesse physique qui peut être maintenue ou prolongée aussi longtemps qu'on le souhaite, en focalisant notre esprit en un point sur l'objet de son choix. Objet mental, sur l'objet mental de son choix. Et qui est obtenu, la concentration qui est obtenue après avoir franchi les 9 stades mentaux. Voilà. Donc si on veut faire l'expérience d'un bonheur stable, d'un bonheur durable, c'est indispensable de développer le calme mental. Ouais, dans ce que je vais vous envoyer. Non, dans l'Arim d'Anandas, non, ça c'est dans ce que je vais vous envoyer. C'est dans le texte que je vais vous envoyer, ça. Je l'ai souligné, donc. Qu'est-ce que je dis plus simple. Dans le Lamrim Aspiral, il est dit: le calme mental est une absorption spéciale accompagnée d'une souplesse particulière produite au terme de 9 stades et qui a la faculté de fixer l'esprit sur l'objet de son choix, sur l'objet souhaité. Ça, c'est pour la concentration. Donc, ça, c'est le calme mental. Une absorption spéciale accompagnée d'une souplesse particulière. Donc, souplesse, c'est au sens physique et mental. Produite au terme de 9 stades et qui a la faculté de fixer l'esprit sur l'objet souhaité, de maintenir l'esprit sur l'objet souhaité. Bon, là, il n'est pas dit aussi longtemps qu'on le souhaite, mais bon, c'est sous-entendu. Et pour la vision pénétrante, la définition, c'est une forme particulière de méditation analytique. Donc, on retrouve ce qu'on disait là, la méditation analytique. C'est une forme spéciale de méditation analytique dans laquelle on s'engage après avoir obtenu le calme mental. Donc, sur la base du calme mental, on s'engage dans cette méditation analytique particulière.
Et c'est aussi, alors oui, on en a parlé, je ne sais pas si vous l'avez fait ressortir dans vos discussions, cette méditation analytique apporte elle aussi une souplesse physique et mentale, qui n'est pas la même que chiner. Et cette souplesse physique et mentale va aider l'esprit à discerner précisément la nature de l'objet qu'il analyse, de son objet observé, l'objet d'observation, l'objet de méditation. Donc cette méditation analytique est accompagnée d'une souplesse, d'une maniabilité, d'une souplesse, avec laquelle on cherche à discerner la nature de l'objet de méditation. C'est-à-dire qu'on utilise cette souplesse cette souplesse mentale pour bien discerner l'objet de concentration, de méditation, l'objet d'analyse, pardon. Et donc on dit que c'est le véritable moyen d'obtenir la perfection de la sagesse. Si on réalise l'actong, on réalise la perfection de la sagesse. Donc motivé par l'esprit d'éveil, les deux, le calme mental et la vision pénétrante, la vision profonde, supérieure, pardon, font partie des 5e et 6e perfections. À condition qu'elles soient motivées par l'esprit d'éveil. Si chiner n'est pas motivé par l'esprit d'éveil, qu'est-ce qui se passe? On renaît dans le samsara. On continue à errer dans le samsara, avec une grande concentration. Ou on peut aller dans les mondes, on crée du karma immuable pour renaître et rester dans les concentrations, dans les absorptions méditatives du monde de la forme et du sans-forme. Où on reste là pendant des temps extrêmement, extrêmement longs, mais dans lesquels on est extrêmement bien, paraît-il, je ne sais pas. Je ne sais pas si on y est allé, peut-être, sans doute, j'en sais rien, peut-être parmi vous. On a peut-être fait des séjours là-bas. Mais on doit forcément redescendre puisqu'on est au plus haut. Mais voilà. Alors, dans ces absorptions méditatives, il y a des degrés. On est d'abord dans le monde du désir, après le monde de la forme, après le monde du sans-forme, et on peut, comme ça, on affine ces concentrations, on affine ces samadhis, ce qu'on disait ce matin, Sébastien. Ces différents niveaux de samadhi qui nous maintiennent dans les absorptions méditatives, des absorptions, même, on appelle ça des absorptions sans conscience. C'est-à-dire que vous êtes totalement absorbé dans la félicité. Vous n'avez même plus conscience de votre corps. Il n'y a plus de corps dans le sans-forme, en fait. Il y a les 4 agrégats, mais il n'y a pas le 5e. Il n'y a pas l'agrégat de la forme, mais il y a tous les autres. Mais on est complètement dans cet état d'absorption profonde, dans lequel il ne se passe rien. Juste la félicité. Juste du bonheur. Extrêmement dangereux. Perte de temps, diront oui, mais quand on est là-dedans, on est tellement prisonnier, en fait. C'est un gros piège. C'est le gros piège, de chiner sans l'esprit d'éveil. Parce qu'on reste dans un état complètement inconscient, mais de grand bonheur, dans lequel on n'a pas envie de sortir. Mais quand le karma est terminé, forcément, on en sort. Et où est-ce qu'on va? On redescend. Parce qu'on n'a pas éliminé toutes les perturbations mentales. Et pourquoi on ne les a pas éliminées, ces perturbations mentales? Parce qu'on n'a pas l'actong. Il y a un point qui n'est pas clair pour moi. Oui. Enfin, entre autres. Oui. Si on prend un Arat Pratyeka Bouddha, là. Si on a un Arat Pratyeka Bouddha, oui. Ouais. Ça veut dire qu'il a réalisé la vacuité. Oui. Oui. Et sur quelle base il la réalise? Sur la base des 12 liens de la production interdépendante.
il a médité longuement sur les 12 liens. Les 12 liens, qu'est-ce que c'est les 12 liens? Ça montre comment fonctionne le samsara. Donc il a médité sur le fonctionnement du samsara. Et que l'ignorance est la base. Tout ça. Donc il a médité sur ces 12 liens, dans un sens et dans un autre, à l'endroit et à l'envers, jusqu'à remonter à la racine de ces 12 liens et à éliminer l'ignorance. Éliminant l'ignorance, il élimine les 11 autres liens. Et donc il réalise la vacuité à partir de ce moment-là. C'est sa méditation principale. C'est cette base qu'il utilise pour réaliser la vacuité. Ok, et donc à partir de... est-ce que ça veut dire qu'à partir de la méditation sur Shiné et Lacton, on n'a pas de risque d'arriver à un moment où on va comprendre la vacuité, on va se retrouver au niveau d'Arat, parce que si on oublie Bodhicitta. Pardon, j'ai pas compris. En fait, ce que je me demande, c'est si on peut faire une sortie de route, en fait. Du genre, si on n'est pas motivé par Bodhicitta, oui. Et qu'on... Attendez, si vous n'êtes pas motivé par Bodhicitta, vous n'êtes pas dans le Mahayana. Ok ? Oui, donc du coup, quelqu'un qui... Donc ce que je me demande, c'est si quelqu'un qui se pense mahayaniste, mais qui a oublié de... Ah, mais il n'est pas mahayaniste. Basé sur Bodhicitta. Il n'est pas mahayaniste, c'est tout. Voilà, c'est strictement parlant, il n'est pas. Mais il part quand même à méditer sur Shiné et Lactong. Ouais. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une réalisation de la vacuité par ce moyen-là et du coup de retrouver pratique comme Bouddha? Il réalise la vacuité en étant pratique à Bouddha, dans du petit véhicule. Ok, donc on peut faire une sortie de route, quoi. Par rapport si vous êtes déjà dans le Mahayana? Non, alors si on n'oublie pas la Bodhicitta, on ne va pas faire une sortie de route, mais quelqu'un qui oublierait peut faire une sortie de route. Vous ne pouvez pas faire une sortie de route si vous avez ça comme motivation. Si cette motivation, elle anime toutes vos méditations. Si elle n'est pas sincère, peut-être. Si elle n'est pas... c'est une bodhicitta non artificielle. Hein. C'est-à-dire que ce bodhisattva, il a la motivation d'une manière non artificielle. Il ne peut pas l'oublier, c'est pas possible. Et même si elle est encore artificielle, s'il la cultive à chaque méditation, c'est pas possible qu'il l'oublie. Il peut pas. Il faut pas oublier de la cultiver à chaque Exactement. Méditation. Quand vous faites Shiné, ça doit être votre motivation pour faire Shiné. C'est ça, c'est très important, effectivement, quand on pratique le calme mental, de le faire sur la base de la bodhicitta. Quand Geshe Loden guide des retraites de calme mental, je suppose, je n'ai jamais fait avec lui, mais je suppose qu'il met ça comme motivation dès le départ, hein, et comme dédicace, hein, pour que ça crée la cause et que cette cause ne soit pas perdue. Les dédicaces pour la garder. Hein. Donc il ne peut pas y avoir de sortie de route, là, si vous avez ça comme motivation. Bien sûr, si cette motivation n'est pas sincère, si vous la faites simplement, à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment dans le grand véhicule. Là. Hein? Vous n'êtes pas vraiment dans le grand véhicule, vous êtes dans le petit véhicule, si vous n'avez pas cette aspiration sincère à bodhicitta. C'est ça qui détermine si une action, si on est mahayaniste ou pas. Hein. C'est pas l'action elle-même, c'est jamais l'action elle-même. C'est toujours la motivation. Oui. Je vous ai perdu ou c'est bon? C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. J'ai juste une question un peu technique. Bref, je sais pas quoi. Ça va? Non, mais ça va ou ça va pas? Oui, non, ça va, mais c'était juste une question, on va dire... technique, oui, non, mais c'est important, hein, c'est très important comme question. Pour insister effectivement sur la bodhicitta, quoi. C'est vrai que, faut pas qu'on oublie. Faut pas, j'entends pas tout. Faut pas qu'on oublie, oui, pardon. Ouais, faut pas qu'on oublie. Voilà. Donc, il y a 3 points. Si l'on cherche à obtenir le calme mental, simplement pour disposer d'une grande stabilité mentale, sans rechercher autre chose que ça. Hein? Donc, grâce à cette méthode de Shiné, on va développer une grande stabilité mentale et on va développer cette concentration.
Mais cette concentration ne sera jamais qu'une cause supplémentaire pour rester dans le cercle des existences, dans le samsara. Voilà le danger. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une grande envie d'avoir une stabilité mentale, d'avoir un esprit très stable et tout ça, mais en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que créer la cause pour rester dans le samsara. Deuxièmement, si votre intention est de développer le calme mental afin de vous affranchir du samsara, parce que vous comprenez que le calme mental est un fondement nécessaire au développement des autres facteurs de libération, alors le développement du calme mental constituera une cause qui va éliminer le samsara, votre samsara, et vous faire sortir de l'existence conditionnée. D'accord ? Et le troisième point, c'est si vous développez le calme mental, et si votre pratique s'enracine dans la prise de refuge, dans le refuge dans les 3 joyaux, alors ce sera vraiment une pratique bouddhiste. S'il n'y a pas cet ancrage dans les 3 joyaux, ça peut être une pratique tout à fait mondaine. Voilà. Sinon, parce que comme on l'a dit, on peut pratiquer Shiné dans toutes sortes de traditions spirituelles, mais ce ne sera pas forcément... ça ne va pas vous mener au nirvana ou vous mener à l'éveil. Pardon Christian, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire qu'on peut sortir de l'existence conditionnée, donc du samsara, sans être un Bouddha, sans avoir obtenu la Si tu es sur dans le Hinayana, oui. Bien sûr. Oui. Tu atteins le nirvana de Narat. Pardon ? Ah oui, on sort du samsara, mais on est libéré du samsara. On est libéré du samsara, mais on n'est pas un être, on n'est pas un Bouddha. Hein ? Arat. On est un arat. Arat. On est un arat du Hinayana, du petit véhicule. Oui. Un arat. Et du coup, pardon, mais donc les arahats sont libérés du samsara. Oui. Mais ne sont pas des Bouddhas. Ils deviendront des Bouddhas quand le Bouddha viendra les chercher pour qu'ils puissent être dans la bouddhité. Éventuellement. Alors là, on peut dire, il y a une école qui s'appelle le Ekayana, qui dit qu'en fait, il n'y a pas 3 véhicules, il n'y en a qu'un. C'est le Mahayana. Et que tous les autres véhicules mènent au Mahayana. Bon, on n'en parle pas trop ici de cette tradition, mais en fait, on pourrait dire que le Bouddha, en fait, il n'a enseigné qu'un véhicule. Il n'a enseigné que le Mahayana. Et les autres véhicules sont destinés à certaines personnes, suivant leur faculté, pour les amener progressivement au Mahayana. Mais on peut considérer, en fait, justement, comme ça, qu'il n'y a qu'un véhicule, quoi, le véhicule du Mahayana. Donc finalement, tous les êtres, c'est dit par Maitreya a bien développé ça dans le continuum mental du grand véhicule, dans l'Uttara Tantra, justement, où il parle de la nature de Bouddha, qu'on a tous la nature de Bouddha. Donc si on a tous la nature de Bouddha, on va devenir Bouddha. Donc finalement, il n'y a qu'un véhicule. Bon, mais ça, c'est des... On n'en est pas là. On étudiera le traité du grand véhicule. C'est absolument incroyable. Mais c'est un texte qui peut être mal compris, quoi, disons. Et qui a soulevé beaucoup de controverses au Tibet, en tout cas. En Inde, je ne sais pas, mais au Tibet, déjà. Ça a été un texte très, très débattu parce que, justement, il y a cette position où cette nature de Bouddha, est-ce que c'est un potentiel qui va se développer ou au contraire, est-ce qu'on est déjà Bouddha, quoi. mais qu'on ne le voit pas. Parce on a des voiles. Les voiles nous empêchent de voir notre nature de Bouddha, mais elle est déjà là. Voilà, il y a ce genre de trucs, quoi. Donc ça va un peu dans le même sens, hein, mais bon, de ce véhicule unique, quoi. On va tous aller au Mahayana. On doit tous arriver à l'éveil. Et finalement, on est des pratiquants du Mahayana, même si de manière provisoire, on est sur un chemin qui est du Hinayana.
voilà, là, je vous livre un peu les coulisses des différentes voilà, controverses qu'il y a pu y avoir parce que vous savez, l'enseignement du Bouddha, il est très mystérieux, enfin, pas mystérieux, mais il a été interprété de plein de manières différentes, suivant les époques, suivant les pays, suivant en Chine, enfin, au Japon, au Tibet, en Vietnam, tout ça, et suivant les traducteurs, souvent. Hein, c'était des traducteurs qui ont amené, ou des êtres réalisés qui ont compris ça d'une autre manière, et ça a amené. Donc tout ça, c'est. Faut pas croire qu'il y a qu'une voie, qu'il y a qu'une façon de comprendre les choses, et puis c'est comme ça. Le bouddhisme, c'est très, 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 très souple. Et il y a plein d'accès différents. Il y a plein d'accès différents. Et tous ces accès, apparemment, ils mènent à l'éveil à condition de, comme je l'ai dit dans une question, de se fonder sur des textes authentiques. Ça, c'est le plus important. Donc ici, on étudie ça. Geshe-la nous donne les textes authentiques dont on a les citations dans notre Lamrim. Et c'est ça qui nous sert de chemin, en fait. Pour l'instant, en tout cas. Ce sont des textes authentiques. Et ça, c'est très important de s'appuyer là-dessus. Oui. Xavier sur Zoom. Allô? Oui, c'est une question qui va me faire rigoler, je ne sais pas, c'est juste. Tu me fais quand rigoler. je médite maintenant, quand je médite, j'arrive à faire enlever tout ce que j'ai dans ma tête, pratiquement. Mais quand il y a une chanson qui ne veut pas partir, comment on fait? Une chanson? Quand tu médites, tu veux dire? Pendant que tu médites? Quand je médite, par exemple. J'arrive à me concentrer, tout s'en va, sauf la chanson. Mais je vous avais dit que ça allait vous faire rire. Mais non, mais il n'y a pas qu'à toi que ça arrive. Bon. Ça arrive à tout le monde. Oui, mais il y a un truc, une astuce, non? Non, mais il faut continuer. On arrête peut-être. On arrête de méditer, puis on revient après. Il faut revenir sur l'objet de méditation, sans arrêt. Sur le souffle, en général, ça va bien. Sur l'autre objet aussi, mais il faut revenir à son objet. C'est une distraction, comme une autre. Voilà, quoi. Faut pas trop se complaire dans cette mélodie ou dans les paroles de cette mélodie. Et puis, non, ça vient tout seul, mais après, ça disparaît au bout d'un moment. Après, quand on quitte la méditation, il ne faut pas remettre le CD. Hein, non, généralement, je dors alors. Ouais. Merci. Voilà. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement.